courte question à Sylvie. Lorsque tu dis, Sylvie, le mondialisme entend à terme l'extinction de la classe moyenne, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on constate dans les faits, parce que le pouvoir public n'en finisse pas de la traire. Juste pour ma gouverne, je veux comprendre comment va faire le mondialisme pour vivre sans la classe moyenne, puisqu'à l'heure actuelle, on a l'impression que c'est elle qui consomme, puisque c'est elle qui a encore un peu les moyens. Alors voilà, c'est juste pour ma gouverne personnelle, si on peut m'expliquer ça. Voilà, terminé. Bernard Comte, je ne fais pas partie du PEP, je fais partie du comité Valmy. Bien, j'aurais quelques petites remarques à faire. La première, je voudrais dire que j'ai milité activement pour le boycott des élections européennes, mais malheureusement, je m'aperçois que le Parlement est tout à fait légitime, il légifère, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage, même s'il y a une signification politique dans ce boycott. Bon, j'ai l'impression que ça a été, malgré tout, malgré toutes les statistiques que l'on manipule, que l'on interprète, j'ai l'impression que ça a été une sorte de coup d'épée dans le dos. Voilà. Bon, ensuite, je suis d'accord pour qu'on sorte de l'Union européenne pour recouvrer la souveraineté. Souveraineté politique, effectivement, mais comment avoir réalisé cette souveraineté politique? Moi, j'ai une seule petite remarque à ce niveau-là. Souveraineté politique, cela impliquera de se débarrasser de certaines élites politiques qui sont largement atlantistes, et ce depuis des années. Alors comment faire sans violence? Ça me pose problème, étant donné les faits dupliqués qui existent. Troisième remarque, pardon, que serait la souveraineté politique sans la souveraineté économique? Bien, alors comment faire à ce niveau-là pour asseoir à nouveau notre souveraineté politique? Cela va avoir des implications tout à fait importantes à travers, si vous voulez, je ne vais pas développer, la France est un pays largement extraverti, je dirais, et il va falloir organiser l'introversion du pays pour assurer cette sécurité économique. Évidemment, on ne parle pas d'autarcie, mais de sécurité économique avec tout ce que ça implique, la réindustrialisation, même si, je dirais, je terminerai là-dessus, ce qui répondra un petit peu à la question de l'intervenant précédent, c'est que l'euthanasie de la classe moyenne fait que les marchés se réduisent pour les biens, pour la production. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans une période où c'est la fin ultime du système fordiste, c'est-à-dire production de masse, consommation de masse. Et donc là, il sera peut-être temps d'inventer autre chose. On pourra le faire en France, par exemple. Essayer d'inventer une alternative à ce système fordiste qui vit sa crise finale, puisque ce système fordiste a évolué. La crise des années 70 a été dépassée par le capital en délocalisant les productions. On a délocalisé la production de masse tout en gardant la consommation de masse dans les marchés occidentaux. Et comme il n'y avait plus de pouvoir d'achat, comme on l'a fait, ça s'est fait, on a maintenu la demande à travers le crédit. Et après, on sait ce qu'il a dit. Crise du crédit, la dette, etc. Merci. Alors, je suis Virginia Lombard, des Alpes-Maritimes. Je ne suis pas au MPEP, mais j'ai été dans le CNRU 06. Par ailleurs, je suis militante au Front de Gauche et je suis syndiquée à la CGT. C'est bien. Voilà. Bon, c'est bien. Voilà. Alors, sur la souveraineté, je pense qu'en France, et particulièrement en France, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, en fait, populaire et nationale, ce sont des termes interchangeables. Dans la Constitution, quoi qu'on en dise, c'est le peuple qui est souverain. Et la nation, c'est l'expression politique de ce corps qui s'appelle le peuple. Donc en France, nous pouvons dire souveraineté populaire, souveraineté nationale sont complètement interchangeables. C'est vrai que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas.
En Grande-Bretagne, le souverain, c'est le roi ou la reine, par exemple. Dans d'autres pays, bon, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Ensuite, moi je dirais une chose, c'est que c'est pas parce qu'il y a des élections dans un pays que ça en fait un pays démocratique. Nous le voyons en France, à tous les niveaux. On a des élections, mais vous avez de la démocratie. Est-ce que vous... je veux dire, même au niveau local, alors je ne parle pas au niveau européen, on sait pourquoi on est là. Moi je suis une vieille sécessionniste, alors vous voyez un peu. Mais honnêtement, même au niveau local, on vous demande votre avis? Est-ce qu'ils nous disent démocratie participative? Bah, oui, mais moi j'en vois pas la couleur. Hein. Tiens, c'est comme l'Europe sociale, on voit pas la couleur. Alors, donc, moi je pense qu'en France, quand même, si on veut de toute façon, effectivement, récupérer la souveraineté, quelle qu'elle soit, je veux dire, à la limite, on peut expliquer effectivement, et c'est très important, souveraineté populaire et souveraineté nationale, c'est interchangeable, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Les gens qui ont peur de la souveraineté nationale et qui n'ont pas peur de la souveraineté populaire, pour moi, c'est un non-sens. Je veux dire, pour moi, ils sont dans l'incohérence totale. Donc j'estime que, je veux dire, si vous utilisez l'un, ben, vous pouvez utiliser l'autre. Et en fait, je pense que s'ils ont peur d'utiliser l'un, on va dire, comme par hasard, le national, c'est parce qu'ils sont dans une logique post-nationale, parce que finalement, ça les arrange quelque part. Moi, je ne suis pas encartée dans une composante du front de gauche, je suis simplement compagnon de route, mais mon compagnonnage de route s'est arrêté pour les élections européennes, puisque j'ai fait la campagne de boycott. Mais je leur ai expliqué tout ça. Je dis, je ne vais pas cautionner, je ne rejette pas les partis en tant que tels, je n'avais pas de problème avec les partis, mais je rejette le système, parce que ça, dans le sondage, ça n'a pas été dit, l'Europe ne m'intéresse pas, l'Europe ne m'intéresse pas, ou bien l'Europe ne s'intéresse pas à moi. Ok, très bien, je ne me sens pas représentée, très bien, mais quid du rejet de ces institutions? Ça, c'est une question qui n'apparaît pas et qui n'est jamais posée, qui ne sera jamais posée. Et c'est pourtant, à mon avis, c'est la question importante. Moi, personnellement, je rejette cette union. Je veux dire, elle dégouline de notre sueur et de notre sang, quelque part. Quand on voit tous ces gens qui se suicident dans le monde du travail, quelque part, c'est ça. Alors, honnêtement, sans parler de ce qui se passe en Ukraine ou en Grèce, bien sûr. Donc, honnêtement, je veux dire, cette Union européenne, on n'a pas voté parce que c'est pas parce que elle s'intéresse pas à moi ou je m'intéresse pas à elle, parce que ça voudrait dire encore cautionner l'existence d'une telle Union européenne ou notre appartenance à cette Union européenne. Moi, je n'ai pas voté parce que je suis désolée, je la rejette en bloc en tant que système qui supporte un système, une idéologie encore plus globale qui s'appelle le capitalisme. Et là, je voudrais revenir sur le point sur le FN est-il un parti fasciste ou pas. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense que le FN, c'est un parti fasciste, et c'est un parti dangereux. Mais non pas en tant que... parce qu'il est là, de toute façon, il aurait été là. C'est surtout que derrière, nous avons les capitalistes. La comparaison avec le NSDAP, pour moi, elle est tout à fait pertinente. Le NSDAP était un groupuscule de rien du tout. Seulement, c'est vrai, il y avait la menace communiste, et ils ont trouvé très intéressant d'avoir, tiens, bah, lui il parle bien, là, ce gars, c'est quoi son nom? Ah, Adolphe. Bon. Et puis voilà, ils lui ont donné des sous, et ils l'ont fait, le capitalisme, et la bourgeoisie, en particulier le capitalisme rénan, ils lui ont donné de l'argent pour se construire. Et on a vu ce que ça a donné. On pourrait comparer aussi avec le FN, dans le sens que le FN, le jour où les capitalistes auront besoin du FN, c'est lui qu'ils mettront au pouvoir. Alors on va dire oui, mais c'est les électeurs. Non, ce n'est pas les électeurs qui mettent au pouvoir. Les électeurs, ils sont là la caution, on va dire, entre guillemets, démocratique d'un système qui s'épuise. Mais en particulier derrière, c'est parce que les médias qui sont aux mains des puissances d'argent, aux mains des capitalistes, ce sont eux qui mettent les pouvoirs, tel ou tel parti au pouvoir. Nous assistons à une... ok, on dit qu'il y a une diabolisation du FN, mais moi, c'est pas ce que je vois dans les médias. On lui déroule le tapis rouge quand même. Il y a une dédiabolisation du FN, il y a une diabolisation des forces progressistes. On l'a vu quand même dans la campagne 2012, par exemple, le Front de Gauche s'est fait quand même... Même encore maintenant, de toute façon, le Front de Gauche ne se fait même plus, on va dire,
diabolisé, il est carrément absent dans les médias, des médias. Donc comme ça résout le problème. Mais le truc, c'est que le jour, là pour l'instant, les capitalistes, ils sont très très contents d'avoir l'UNPS, super, ils servent très bien nos intérêts. Moi je me mets dans la peau d'un capitaliste, je me dis, mais ces gens, mais c'est très bien ce parti là, les deux là, on alterne et tout, en plus ça fait marcher le gogo avec les élections, tout ça, c'est super. Mais le jour où ces deux partis ne rempliront plus leur office, et où parce qu'il y aura de la contestation, parce qu'ils ne pourront plus rien faire, parce qu'ils seront débordés, parce qu'ils sont complètement aux fraises, eh bien les capitalistes se diront, le peuple français quand même il devient drôlement remuant, et là il faudra passer à la vitesse supérieure. Et ils mettront un parti, je suis désolée, mais qui est d'essence fasciste. Moi je viens d'un département qu'on dit Fâche-Hollande, je plaisante comme ça, mais moi dans ma ville, le FN a fait des scores remarquables. Nous avons des gens de l'OAS. Dans le conseil municipal précédent, même si c'était pas sous l'étiquette FN, nous avions un assassin de l'OAS. Ces gens-là, je veux dire, bon maintenant ce sont des vieilles personnes, mais ils ont fait des petits, mais je peux vous dire, honnêtement, ces gens-là, ils sont prêts à nous égorger. Alors, je pense qu'il ne faut pas négliger en disant ce n'est pas un parti fasciste. Moi, je suis quand même pas du tout venant d'une région où, en plus, l'UMP est tellement à la rue, qu'ils veulent tellement conserver leur place, ils sont prêts à être d'une porosité avec le FN. Il n'y a qu'à entendre au niveau, vous l'entendez au niveau national, mais quand vous entendez Estrosi, Ciotti, Lucas, tous ces gens-là, c'est des gens chez nous. Mais honnêtement, on les voit tous les jours, ces mecs-là. Mais franchement, on les entend, c'est absolument terrible. Ils sont prêts, demain, si l'UMP disparaît et que le FN sera aux commandes, ils sont prêts à aller s'encarter chez ces gens-là, ne serait déjà pour conserver leur place, mais aussi parce qu'ils ont des relents dans leur tête, c'est nauséabond. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger que le FN est un parti fasciste. Alors peut-être pas non plus se concentrer uniquement à le diaboliser en tant que le FN c'est pas bien, mais bien expliquer les ressorts que derrière, c'est le capital. C'est le capital qui est à l'œuvre. Et qui était à l'œuvre derrière l'UMP, qui a été à l'œuvre. Alors Sarkozy était tellement rejeté que bon, ils se sont dit, bon bah Hollande il nous servira mieux. Effectivement, ça, alors là, ça n'a pas loupé pour le coup, il le savait très bien. Et le PS et ses alliés, comme vous dites. Et après, le prochain sur la liste, ça sera le FN, parce qu'on devient remuant en France. Nous sommes le peuple, un des peuples les plus politisés au monde. Je veux dire, honnêtement, et c'est vrai que cette campagne du boycott, ça a été extraordinaire. Nous, on a vu des gens, on était là avec les copains des Alpes-Maritimes, on a rencontré aussi d'autres ressortissants européens, c'était extraordinaire. Il y a un rejet, les gens s'interrogent, se posent des questions, et on a un potentiel extraordinaire de faire peur au capital et aux capitalistes. Donc ils n'ont pas envie, et un jour ils nous sortiront l'artillerie lourde. Sans jeu de mots, ils vont nous ressortir la grosse Bertha, la grosse marine. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger, parce que sinon c'est quand même un élément assez mobilisateur, la lutte contre pas uniquement le FN, parce qu'il y a aussi des avatars, mais le fascisme en général. Et le fascisme en tant que mouvement, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Union. Moi je pense quand même que, et en plus ça nous permet aussi de dénoncer, en Ukraine, voilà par exemple, mais de dénoncer aussi l'imposture de ces gens, de dire mais voilà, ils font semblant d'être anti-système, ils font semblant d'être pour la sortie de l'Union et de l'euro, mais c'est pas vrai, c'est un parti ultra-capitaliste. Et si on arrive donc à faire passer le message sur, en fait, la lutte des classes, c'est le plus important, parce que si on veut reconquérir effectivement la souveraineté populaire nationale, si on veut abandonner le clivage gauche-droite, qui moi je suis d'accord, ça n'a plus beaucoup de sens, si on veut partir des classes dominées, exploitées, des classes laborieuses, tous ces gens-là qui sont le gros de la troupe, honnêtement, il faut parler de lutte des classes, et il faut parler de capitalisme et de ce genre de choses, et expliquer les ressorts par ce biais-là. Personnellement, c'est ce que je fais quand j'anime les sessions contre le TAFTA. Merci.
Lucien Ponce, Alpes-Maritimes, donc je suis du PEP 06. Je suis aussi du CNR RUE, un des signataires nationaux, et je suis aussi dans le CDR RUE, et je suis aussi président d'une association locale qui s'appelle Comité National pour Nouvelle Résistance. Voilà. C'est pas pour en rajouter beaucoup, c'est simplement pour situer les choses. Ce dont je voulais parler, c'était essentiellement sur la souveraineté populaire et nationale. Je trouve que, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'il y a un danger, à mon sens, à ne vouloir que parler de souveraineté populaire. Pourquoi? Eh bien, il faut pour moi accoupler systématiquement souveraineté populaire et souveraineté nationale. Ça ne me gêne pas. Après, c'est vrai ce que tu as dit concernant le côté juridique, bon, je suis d'accord, mais pour la plupart des gens, je ne pense pas que ce soit sur le côté juridique purement et simplement qu'il faille, enfin, ils s'en fichent un peu. Par contre, quand on dit souveraineté populaire, d'aucuns parmi nous, au niveau politique national, prétendent qu'on va défendre la souveraineté populaire, mais ils ne parlent jamais de nation. Moi, personnellement, c'est là le danger. Pourquoi? Je ne mettrai l'accent que là-dessus. Parce que ça suppose, pour un certain nombre d'entre eux, qu'il existe pas une nation, mais un État en construction, peut-être une nation qui s'appelle l'Union européenne. Et ça a été démontré ici, c'est que l'Union européenne est tout, sauf quelque chose de démocratique. C'est un instrument dans les mains des capitalistes d'aujourd'hui qui sont là pour soumettre les peuples. Je crois que ça, tout le monde est d'accord sur cette analyse-là. Donc, quand on prétend qu'il n'y a qu'une souveraineté populaire, ça laisse sous-entendre que la souveraineté nationale en France n'a plus de sens, donc on est vers la supranationalité. Donc on veut construire un État européen qu'on reconnaît de fait, en ne parlant que de souveraineté populaire. Et ça, c'est une escroquerie mentale, c'est une escroquerie intellectuelle. Et c'est celle-ci que je voulais dénoncer. Parce que si on ne fait que souveraineté populaire, ça suppose qu'il existe un peuple européen. On nous le raconte, ça, non? Il me semble. Et le peuple européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de constituer un État supranational qui s'appelle l'Union européenne. Et alors là, on est complètement dans le marasme complet, on est dans un cauchemar total, puisque l'Union européenne n'est pas faite pour être un État, elle est faite pour être un instrument de domination des capitalistes par rapport aux classes populaires et aux classes dominées. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur cette interprétation un peu fallacieuse que l'on fait en disant simplement classe populaire, souveraineté populaire, et en disant que la souveraineté nationale, etc., etc. Non, personnellement, quand j'en parle, je dis toujours souveraineté nationale et souveraineté populaire. Après, je peux me tromper, hein, c'est vrai, mais je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut mettre en avant. Merci. Christian Schneider, je suis adhérent du MPEP Paris. Alors, j'ai été particulièrement intéressé par une statistique qu'a donnée Jacques Nikonov tout à l'heure, c'est-à-dire que parmi les électeurs de Mélenchon 2012, il y en a 66% qui se sont abstenus à l'élection européenne de 2014. Donc je crois que ces 66% de Mélenchon, il ne faut pas les négliger et que ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre idée de quitter l'Union européenne. Ce sont des gens qui peuvent facilement venir sur nos bases et ce sont des gens qui seraient complètement déboussolés si on leur disait qu'ils étaient européistes. Ces gens-là ne sont pas européistes. Et vis-à-vis de ces gens-là, il faut faire de l'éducation populaire, comme on le disait encore il y a 2 ans. Le MPEP a changé de nom. Il s'appelait autrefois Mouvement politique d'éducation populaire, et maintenant il s'appelle Mouvement politique d'émancipation populaire. Et on nous a expliqué à l'époque qu'on continuerait à faire de l'éducation populaire. Et malheureusement, je n'ai pas entendu à la tribune le mot éducation populaire, sauf par le représentant CGT de la maison qui nous accueille aujourd'hui, et qui en a parlé. Et nous devons continuer à faire de l'éducation populaire vis-à-vis justement de ces 66% d'électeurs mélenchonistes qui, eux, doivent se mettre sur nos bases. Donc,
ne pas mélanger la direction du front de gauche avec, ses électeurs. Et d'autre part, je voudrais revenir sur un autre point qui a été évoqué par le premier intervenant, monsieur qui est à côté de moi, qui a dit qu'il fallait beaucoup s'intéresser à la situation internationale. Et à mon avis, il y a un danger de guerre, de troisième guerre mondiale. Et le Sarajevo de 1914, ce ne sera pas le Sarajevo des années 2000 et quelques, ça sera Gaza. Et il faut faire très attention à ça, et il faut que le MPEP prenne position sur tous ces problèmes-là, tous les problèmes internationaux, aussi bien l'Ukraine que le conflit palestinien. Et il faut absolument être clair là-dessus et pas dire oh, on prend une position qui plaise à tout le monde. Non, non, il faut être, si on veut vraiment changer les choses et lutter contre la guerre, parce que la guerre, ce serait finalement la destruction de tous les mouvements contestataires, dont le MPEP. On l'a vu en 1914, il n'y avait plus aucune politique possible. À partir du moment où on fait la guerre, c'est l'union sacrée et il n'y a plus de dissension. C'est l'armée qui dirige tout et ceux qui sont contre la politique menée sont des traîtres, etc. Donc, faire très attention à ça et dès maintenant, lutter pour la paix. Bonjour, je m'appelle Rossana, je viens d'Italie et je vous propose donc les cas italiens comme possibilité de comprendre en fait les risques en cours en ce moment et qui ne sont pas tous liés par exemple au fascisme vrai ou imaginé à partir du Front National. Alors nous on est au 3e Premier ministre en Italie qui a été nommé par le président de la République qui n'a pas le droit d'être là. Et le dernier qu'on a, c'est de tous qu'on les a précédés, les plus puissants et les plus capables en fait, de manipuler l'opinion publique à partir des médias. Il s'appelle Matteo Renzi, il se prétend issu de la gauche du PD, qui s'est transformé au fur et à mesure dans un parti qui est complètement de la part des classes dominantes. En ce moment donc, un jeune homme qui a aussi ce caractère de la jeunesse pour nous tromper, pour nous mieux tromper. C'est quelqu'un qui nous dirige aisément vers les capitalismes néolibéristes les plus forts et efficaces qu'on a vu jusqu'ici, même avec M. Berlusconi. Alors moi, je considère que le fascisme est là, dans mon pays, car si on tolère en fait qu'un peuple a exprimé un voix électorale et qui n'a été pas pris en considération. Et donc, les gouvernements sont formés par ceux qui ont gagné les élections et ceux qui les ont perdues. Et sous ces noms de Matteo Renzi, on est en train de faire toutes les politiques de capitalisme néolibéral qu'on imagine. Donc, c'est la gauche qui trompe la plus grande partie des citoyens italiens en leur disant que ce sont des politiques d'innovation. Je voudrais répondre au monsieur qui a parlé à propos du Fordisme. Alors moi je considère que le capitalisme est arrivé à sa fin. C'est-à-dire le capitalisme issu du Fordisme, grande consommation, grande production, grande consommation. Je considère donc qu'ils sont dans une crise énorme, épouvantable, mais qui n'ont pas de projet clair, en fait, pour surmonter cette crise. Alors, à ce moment, la responsabilité la plus importante, c'est de la gauche. Parce que la gauche n'a pas été balayée. Elle a disparu carrément, elle-même, par elle-même. Elle n'avait pas de projet, en effet, pour contrecarrer cette crise, qui d'ailleurs se présentait depuis des années, en fait. Donc la crise financière qu'on a passée ces dernières années, selon des économistes qui ont fait une très fine analyse à ces propos,
C'était la dernière réponse à cette crise intérieure qu'ils étaient en train de traverser. Donc, c'est un moment où vraiment il faudrait libérer toute notre capacité créatrice pour imaginer un nouveau monde dans lequel vivre. Parce que si on considère aujourd'hui que la classe moyenne a disparu complètement, et c'est vrai en fait qu'elle va disparaître, eh bien les seuls horizons qu'on imagine, moi du moins, qu'on peut imaginer, c'est les néo-féodalismes. C'est-à-dire des patrons très puissants et toute une classe d'esclaves qui seront soumis à leur volonté. Alors ça arrive en Europe, qui était effectivement, disons, les berceaux de la culture et de la politique du monde entier. Ça arrive en Europe avec cette communauté européenne, avec cette Union européenne. Et nous, les peuples les plus avancés du monde, avec la plus grande culture, la plus grande tradition politique, on tolère tout ça. Mais c'est à cause de la gauche, hein. Oui. C'est à cause d'une gauche qui a disparu ou bien qui s'est transformée sous nos yeux. Donc vous, en France, avez les Fronts National. Nous, en Italie, on a un nouveau parti qui s'appelle 5 étoiles. Vous en avez certainement entendu parler, qui a gagné les 25% aux élections politiques de l'année dernière. Eh bien, c'est le même cas. Exactement la même situation. Parce que les électeurs italiens n'avaient pas de parti auquel se référer. Donc, ils ont choisi, avec une force de frappe vraiment étonnante, les partis de Beppe Grillo, qui malheureusement ne sait pas faire de la politique, et ça c'est un danger vraiment grave, et qui a un chef qui est effectivement les maîtres de ces partis, et dans lesquels on n'est pas tout sûr de pouvoir faire confiance. Parce qu'on ne sait pas effectivement, lui, à quoi il se réfère, ce qu'il pense. Donc on est un peu dans le doute, comme vous, avec les Fronts National. Alors que vous, évidemment, avez des idées beaucoup plus claires, parce que c'est un ancien parti qui a des valeurs et des principes très reconnaissables. Alors que les 5 étoiles, on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui en tant que politicien, en tant qu'homme étatique, etc. Les résultats ne sont pas bons, malheureusement pour nous tous. Mais il ne faut pas négliger cette grande force électorale qui démontre qu'il y a effectivement une entité saine à l'intérieur des citoyens italiens qui voudraient trouver une réponse à leurs problèmes. Mais une réponse qui n'est pas donnée. Une réponse qu'on n'a pas encore envisagée. Donc c'est à nous maintenant de la créer tous ensemble. Parce que ce ne sera pas l'ancien modèle consommiste du capitalisme ancien, et ce ne doit pas être les féodalismes du capitalisme qui avance. Il faut donc que nous retrouver la capacité toute européenne de créer un sujet politique nouveau, complètement nouveau, créateur, qui libère nos capacités, nos puissances, et qui, en nom de notre ancien principe internationaliste, pourrait aussi être européen. Nous sommes ici aujourd'hui pour ça. Bravo. C'est dans les grosses têtes qui pilotent la mondialisation, le néolibéralisme, une sainte trouille de la démocratie, et notamment là où celle-ci, tant bien que mal, vit, existe dans les pays de l'Union européenne, dans les pays de l'européen. Et c'est un vrai problème. La réalisation de leur objectif ne peut se consolider avec la menace que ces peuples-là prennent un jour le pouvoir. Et la démocratie, ça reste là. Et alors ils ont eu une idée de génie. Ils ont emprunté à Brecht. Ils savent qu'ils ne peuvent pas intervenir comme ils sont intervenus dans les pays d'Amérique du Sud. C'est très compliqué pour eux ici. Et voilà, un défaut de pouvoir agir de cette façon. Un défaut, eh bien, si le peuple menace, eh bien, il faut en changer.
ils ont eu cette idée de génie. Cette idée de génie. Oh ben, on va changer le peuple. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a plus de peuple qui appartiennent à leur nation. Il y a un peuple européen. Il y a un peuple européen, ce qui explique le transfert. Le transfert, allez, mettez-vous bien ça dans la tête. Et alors, on a des partis relais, je pense Europe Écologie et d'autres. Hein, tous fonctionnent. Tout le monde fonctionne. Oui, c'est le peuple européen. Oui, je suis d'abord européen, faisant des sondages. Voilà, donc c'est juste un mot. Voilà.